Ibrahim Traoré est un nom qui résonne profondément dans la région du Sahel, notamment au Burkina Faso, où il a mené une transition de pouvoir décisive. En une seule nuit, un événement historique a bouleversé toute la scène politique de la Guinée-Bissau. Tandis que le système politique s'effondrait, une lueur d'espoir s'est allumée, même si ce changement apportait son lot d'incertitudes. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est perçu comme un symbole de renouveau, bien que des questions essentielles restent sans réponse. Cette rupture marquera-t-elle un tournant décisif ou ne sera-t-elle qu'une répétition d'un cycle de turbulences politiques ? Le renversement de pouvoir en Guinée-Bissau, bien qu'il suscite de l'espoir, pose également de grandes incertitudes. La transition, portée par un gouvernement militaire sous la direction de Ibrahim Traoré, est un test crucial pour l'avenir politique du pays. La promesse de réforme et de stabilité est forte, mais l'histoire récente montre que ces changements peuvent entraîner des défis imprévus. Les attentes de la population sont élevées, cherchant un système qui réponde enfin à leurs besoins de sécurité, de justice et de gouvernance transparente. Si cette transition réussit, elle pourrait marquer un tournant pour la Guinée-Bissau en la sortant de l'instabilité chronique et en redonnant espoir aux citoyens. Cependant, l'issue reste incertaine car chaque décision prise pourrait aussi approfondir les fractures existantes à la fois au sein du gouvernement et dans la société. Si les militaires échouent à répondre aux attentes populaires, cela pourrait entraîner un retour à l'instabilité, non seulement pour la Guinée-Bissau, mais pour toute la région du Sahel. Mini-révélation. Ibrahim Traoré, un nom devenu emblématique au Burkina Faso, incarne une forme de leadership militaire qui fait écho dans toute la région du Sahel. Son ascension, bien que complexe, est vue comme un espoir pour ceux qui cherchent une alternative à des gouvernements traditionnels perçus comme inefficaces. Mais la Guinée-Bissau, bien que géographiquement éloignée, fait face à une situation similaire. Un système politique fragile, incapable de répondre aux besoins fondamentaux de ses citoyens. Lors de la crise politique qui a frappé le pays, le renversement militaire a été perçu par certains comme un moyen nécessaire de stabiliser la situation, tandis que d'autres s'inquiétaient de ses conséquences sur la démocratie et la liberté. Le contexte de cette transition est également crucial. Après des années de gouvernance instable, la population de la Guinée-Bissau a commencé à perdre foi dans les institutions traditionnelles. Les signes de déclin étaient évidents. Une participation politique en baisse, une administration absente et une économie en crise. Ces tensions ont exacerbé le sentiment que seule une rupture radicale pourrait apporter le changement. Cependant, le défi réside dans la capacité des nouvelles autorités à répondre aux attentes populaires, tout en naviguant dans un contexte régional tendu, où des figures comme Ibrahim Traoré sont désormais au centre de la réflexion sur la souveraineté et le changement politique en Afrique de l'Ouest. Alors que la Guinée-Bissau cherche sa voie, la question demeure. Cette transition pourra-t-elle réellement offrir un avenir stable et prospère, ou va-t-elle sombrer dans une nouvelle crise, comme d'autres transitions militaires dans la région ? L'ascension de Ibrahim Traoré au Burkina Faso a non seulement marqué un tournant pour son pays, mais a aussi influencé l'ensemble de la région du Sahel. Les exemples de transitions militaires réussies, telles que celle qu'il a dirigée, sont désormais des modèles pour d'autres nations confrontées à des systèmes politiques fragiles. En Guinée-Bissau, cette dynamique s'est traduite par une acceptation paradoxale de la part de la population. Bien que le changement militaire n'ait pas été unanimement salué, il a été perçu comme une réponse à un système politique qui ne fonctionnait plus. Le vide de pouvoir créé par la crise institutionnelle a ouvert la voie à une transition violente, mais nécessaire selon certains citoyens qui se sont sentis abandonnés par leurs dirigeants précédents. Un exemple marquant de cette transition a été l'arrestation du président, un événement qui a plongé le pays dans une atmosphère d'incertitude. Toutefois, paradoxalement, cette incertitude a été accompagnée d'un sentiment de soulagement pour ceux qui considéraient la chute du régime comme un mal nécessaire. En effet, de nombreux citoyens, fatigués de la corruption et des promesses non tenues, ont vu dans l'action militaire un espoir d'un avenir meilleur, bien que cette vision soit teintée de peur concernant les dérives possibles du pouvoir militaire. Cette ambivalence
est au cœur de l'impact initial de la transition, un mélange d'attente et de scepticisme. La question demeure, ce sentiment de soulagement face au changement pourra-t-il se transformer en un véritable soutien à la transition, ou les espoirs initiaux se dissiperont-ils face à l'incertitude du futur ? L'histoire récente de la Guinée-Bissau a été marquée par une série d'événements qui ont catalysé la transition politique actuelle. Le processus a débuté avec un élan populaire contre un système politique de plus en plus disqualifié aux yeux de la population. L'activation de la crise a eu lieu lorsque le gouvernement a pris des décisions controversées, notamment la prolongation du mandat présidentiel, ce qui a exacerbé le mécontentement général. Ce geste a été perçu comme une rupture avec la légalité et a fragilisé encore plus un système déjà en crise. Cette crise a atteint son apogée avec la dissolution du Parlement, un geste symbolique de l'effritement du pouvoir institutionnel. Le président, qui avait déjà perdu une grande partie de sa légitimité, a été arrêté dans un contexte de grande tension. Les premières réactions ont été rapides et divisées. Certains ont accueilli ce renversement comme une libération, tandis que d'autres craignaient une militarisation excessive du pouvoir. Cette division dans les réactions a marqué l'intensité de la crise, entre une population partagée, entre l'espoir d'un changement et la crainte d'un autoritarisme militaire. Le renversement a également mis en lumière des fractures internes profondes au sein des institutions de l'État. Les fonctionnaires, longtemps réduits au silence, ont commencé à exprimer leur frustration. Le vide laissé par l'effondrement du système a créé un chaos administratif, exacerbant encore la difficulté de gérer les affaires publiques. Ce vide a également affecté la vie quotidienne des citoyens, avec une nette détérioration des services publics. L'économie, déjà en difficulté, a souffert d'une instabilité accrue, les prix ayant augmenté et les infrastructures essentielles devenant de plus en plus obsolètes. Cependant, au milieu de cette tourmente, il y a eu une résilience surprenante de la part de la population. Les citoyens ont montré une volonté de reconstruire, bien que la peur d'un avenir incertain soit omniprésente. Les jeunes, en particulier, ont commencé à se mobiliser, poussés par une volonté de changement, mais aussi par un désir de voir un modèle politique plus stable et plus transparent émerger. Les observateurs internationaux, tout en suivant de près les événements, ont vu dans la situation de la Guinée-Bissau un reflet des défis plus larges du Sahel, où plusieurs autres pays connaissent des transitions militaires similaires. Les événements ont continué à se dérouler rapidement, avec des prises de décisions stratégiques visant à stabiliser la situation. Dans un premier temps, les autorités militaires ont cherché à reprendre le contrôle des institutions clés en s'assurant du soutien des groupes de pression et des factions locales. Cette phase de stabilisation a été cruciale pour éviter une escalade de la violence et pour tenter de reconstruire la confiance du peuple. Néanmoins, ce processus a été semé d'embûches, car de nombreuses forces politiques internes et externes ont contesté l'autorité militaire, mettant à l'épreuve la capacité du gouvernement à naviguer dans cette période de transition. En définitive, la Guinée-Bissau se trouve à un carrefour stratégique, où chaque décision prise dans les jours et mois à venir aura des conséquences profondes sur son avenir politique et social. La situation reste fragile, et si le pays parvient à sortir de cette crise, il devra faire face à de nouveaux défis, notamment celui de la légitimité de son gouvernement militaire et de sa capacité à instaurer des réformes durables. La transition actuelle pourrait-elle être le début d'une nouvelle ère pour la Guinée-Bissau, ou bien restera-t-elle une page de l'histoire marquée par la déstabilisation ? Les conséquences immédiates de la transition en Guinée-Bissau ont été mesurées à travers plusieurs indicateurs clés qui révèlent la profondeur de la crise institutionnelle et économique du pays. Le premier indicateur majeur est la chute de la participation politique, un signe flagrant de la déconnexion entre le gouvernement et les citoyens. En l'espace de 2 ans, la participation aux élections et consultations politiques a diminué de près de 30%. Un chiffre qui reflète non seulement le désenchantement populaire, mais aussi un rejet de l'élite politique existante. Ce déclin a révélé un système politique incapable de mobiliser la population autour de projets communs. Le deuxième indicateur est la présence du président, ou plutôt son absence prolongée. Selon plusieurs sources, le président en fonction avait passé plus de la moitié de son mandat à l'étranger.
un fait qui a exacerbé la crise de gouvernance. Cette absence physique du président a eu des conséquences directes sur l'administration, notamment une gestion défaillante des services publics essentiels. L'inefficacité du gouvernement à résoudre les problèmes quotidiens des citoyens a contribué à renforcer la perception d'un gouvernement déconnecté et incompétent. Les citoyens ont exprimé un profond sentiment d'abandon, ce qui a alimenté un désir croissant de changement radical. Enfin, le troisième élément quantifiable est la perte de légitimité du gouvernement. La prolongation du mandat présidentiel, une décision controversée qui a été largement perçue comme une manœuvre politique illégitime, a gravement affecté la crédibilité du gouvernement. Bien que les chiffres exacts de l'opinion publique soient difficiles à obtenir, il est clair que cette décision a eu un effet dévastateur sur la confiance des citoyens dans les institutions. De nombreux témoins ont rapporté un changement brutal d'attitude parmi la population, qui est passée de la patience à la colère, avec de nombreuses manifestations et des appels au renversement du gouvernement en place. Ce rejet de l'autorité a été un facteur clé dans l'accélération du processus de transition. Ces trois indicateurs, la baisse de la participation politique, l'absence du président et la perte de légitimité gouvernementale, révèlent la gravité de la situation en Guinée-Bissau. Ils soulignent l'effritement progressif des institutions et la déconnexion croissante entre le gouvernement et les citoyens. Ces signes de déclin ont ouvert la voie à l'intervention militaire, qui a été perçue par certains comme un remède nécessaire pour éviter l'effondrement total de l'État. Cependant, la question demeure. Cette intervention pourra-t-elle stabiliser la situation ou au contraire aggraver la crise en créant une nouvelle forme de gouvernance autoritaire ? L'impact de ces chiffres ne se limite pas seulement à l'analyse de la crise actuelle, mais peut également servir de base pour prédire l'évolution future de la Guinée-Bissau. Si la transition militaire parvient à répondre aux attentes de la population et à rétablir un semblant de stabilité, ces chiffres pourraient commencer à s'améliorer. Toutefois, si le gouvernement militaire échoue à répondre aux aspirations populaires, la situation pourrait se détériorer davantage avec des répercussions sur l'ensemble de la région du Sahel. La situation en Guinée-Bissau soulève un débat intense sur les implications d'une intervention militaire dans un système démocratique fragilisé. D'un côté, certains soutiennent que l'intervention de l'armée est une réponse nécessaire à l'effondrement des institutions politiques, arguant que le pays était déjà dans une spirale de déclin avant l'ascension militaire. Selon eux, le gouvernement militaire offre une chance de restaurer l'ordre et de renforcer la souveraineté nationale en mettant fin à des années de mauvaise gestion et de corruption systémique. Dans cette optique, la transition menée par Ibrahim Traoré et d'autres figures militaires similaires pourrait être perçue comme une opportunité de redéfinir le paysage politique du Sahel en redonnant aux pays de la région un contrôle plus autonome sur leurs affaires internes. Cependant, cette position est fortement contestée par ceux qui s'inquiètent des dangers inhérents à une militarisation excessive du pouvoir. L'argument principal de cette opposition est que l'armée, bien qu'elle puisse offrir une stabilité temporaire, ne peut pas remplacer un système politique démocratique légitime. Permettre à l'armée de prendre le pouvoir sans mandat populaire ouvre la voie à un régime autoritaire où les militaires deviennent les arbitres du pouvoir, sapant ainsi les fondements de la démocratie et de l'état de droit. De plus, l'absence de contrôle civil sur l'armée pourrait mener à une dérive des libertés publiques et à une suppression des droits humains. Les deux points de vue sont basés sur des considérations légitimes. D'un côté, il y a la nécessité urgente de rétablir l'ordre dans un pays en crise, mais de l'autre, le risque de normaliser les coups d'État militaires comme solution aux problèmes politiques. Ce dilemme met en lumière la complexité de la situation. Les forces militaires, tout en étant perçues comme un moyen de garantir la souveraineté, risquent également de rendre plus difficile la transition vers un véritable système démocratique. Si la Guinée-Bissau ne trouve pas un moyen d'inclure les citoyens et les institutions civiles dans le processus, il est probable que la nation se retrouvera piégée dans un cycle d'instabilité.
Le point médian de la transition en Guinée-Bissau marque une phase charnière qui pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. À ce moment précis, un seul mot résume la situation. Incertitude. Alors que les militaires tentent de stabiliser le pays, une question persiste. Cette stabilité sera-t-elle durable ? La population, bien qu'ayant initialement accueilli ce renversement de pouvoir comme un soulagement, commence à se demander si ce changement est véritablement un pas vers une gouvernance plus transparente ou simplement une nouvelle forme de contrôle autoritaire. Un indicateur clé de cette transition est le comportement des citoyens, d'un mélange de scepticisme et d'espoir. Les jeunes, particulièrement, restent vigilants. Bien qu'ils aient soutenu le changement, ils exigent des actions concrètes et des réformes structurelles qui iront au-delà des promesses militaires. Le défi majeur pour l'armée sera de maintenir la légitimité et d'éviter de sombrer dans les travers d'un pouvoir militaire prolongé, ce qui pourrait à terme nuire à l'idée même de souveraineté retrouvée. Au-delà des frontières de la Guinée-Bissau, la situation est suivie de près. L'issue de cette transition pourrait bien influencer d'autres pays du Sahel, déjà fragilisés par des dynamiques similaires, et redéfinir la manière dont les transitions militaires sont perçues dans la région. Les conséquences immédiates de la transition en Guinée-Bissau se sont fait sentir à plusieurs niveaux, chacun affectant profondément le quotidien des citoyens et redéfinissant les relations entre les différentes composantes de la société. La première conséquence majeure a été l'impact politique. Après la prise de pouvoir militaire, un sentiment de chaos a envahi la capitale, Bissau. La dissolution du Parlement et l'absence de gouvernement légitime ont exacerbé la confusion et l'incertitude parmi les citoyens. Toutefois, paradoxalement, ce vide de pouvoir a permis à certains de voir cette période comme une opportunité de renouveau. Certains groupes sociaux, particulièrement ceux qui étaient marginalisés sous le régime précédent, ont perçu ce renversement comme une chance d'obtenir une meilleure représentation et des changements dans le système de gouvernance. D'un point de vue économique, les résultats ont été tout aussi contrastés. À court terme, l'instabilité a exacerbé la crise économique déjà présente. Les prix ont augmenté, notamment pour les produits de première nécessité, et l'infrastructure publique a continué de se détériorer en l'absence d'une gestion efficace. Les entreprises locales, bien que touchées par l'instabilité, ont également vu des opportunités dans cette période de transition. Certains ont cherché à s'adapter à la nouvelle réalité, notamment en réorientant leurs activités vers des secteurs plus résilients face à la crise. Sur le plan social, les répercussions ont été encore plus complexes. Une partie de la population, notamment les jeunes, a exprimé un mélange de frustration et d'espoir. Frustration face à la lenteur des changements concrets et à l'augmentation des inégalités, mais aussi espoir qu'une nouvelle génération de dirigeants puisse finalement mettre en œuvre les réformes promises. L'enthousiasme initial des premières semaines de la transition a rapidement laissé place à des questions pressantes sur l'avenir du pays. Les manifestations et les appels à des réformes sociales sont devenus plus fréquents, alimentés par un désir croissant de justice sociale et de réforme du système économique. Le facteur géopolitique ne peut non plus être ignoré. La Guinée-Bissau, bien que petit pays, joue un rôle stratégique dans la région du Sahel, et la transition politique a attiré l'attention de ses voisins. La situation dans ce pays a un impact direct sur la stabilité régionale, particulièrement vis-à-vis des pays comme le Sénégal, la Guinée et même le Mali. L'exemple de la Guinée-Bissau pourrait soit inspirer d'autres pays de la région à prendre des mesures similaires, soit encourager des interventions externes pour stabiliser la situation. Les décisions prises au cours des mois à venir détermineront non seulement l'avenir du pays, mais aussi l'équilibre de pouvoir dans l'ensemble du Sahel. Enfin, les groupes vulnérables, tels que les populations rurales et les communautés marginalisées, sont ceux qui ressentent les effets les plus négatifs de cette instabilité. Bien qu'ils aient souvent été les plus fervents partisans du changement, ils se trouvent aujourd'hui en première ligne face aux défis économiques et sociaux qui découlent de la transition. L'avenir de la Guinée-Bissau, dans les 6 à 12 prochains mois, pourrait suivre plusieurs trajectoires, chacune ayant des implications profondes pour la stabilité du pays et de la région. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun avec des opportunités et des risques associés. Le premier scénario envisage une stabilisation fragile, dans laquelle le gouvernement militaire parvient à maintenir un contrôle relatif sur le pays,
mais avec des tensions internes persistantes. Si les forces militaires réussissent à gérer la situation de manière pragmatique, sans chercher à prolonger leur pouvoir indéfiniment, la Guinée-Bissau pourrait connaître une certaine forme de normalisation. Des réformes économiques et sociales progressives pourraient être mises en place pour apaiser les frustrations populaires, notamment en ce qui concerne les services publics et les inégalités sociales. Toutefois, ce scénario serait toujours fragile, car il repose sur une confiance renouvelée de la population envers un gouvernement militaire, ce qui reste un défi majeur. Le risque principal serait que la transition vers un système démocratique légitime soit trop lente, maintenant ainsi une forme de méfiance généralisée. Le deuxième scénario, plus optimiste, prédit une refonte institutionnelle profonde et une réorientation souverainiste. Dans ce cas, les autorités militaires parviendraient à instaurer un dialogue avec les acteurs clés de la société civile, les partis politiques et les entreprises pour mener des réformes structurelles ambitieuses. Cette approche permettrait de renforcer la légitimité du gouvernement militaire tout en offrant un espace pour les réformes démocratiques. Les priorités pourraient inclure la réforme du système judiciaire, la lutte contre la corruption et la réorganisation de l'administration publique. Ce scénario verrait également la Guinée-Bissau rétablir des relations solides avec ses voisins du Sahel, cherchant à s'imposer comme un modèle de souveraineté restaurée dans la région. Bien que ce scénario soit le plus prometteur, il comporterait des défis importants, notamment la gestion des attentes populaires et la gestion des tensions internes. Le troisième scénario envisage un blocage prolongé dans lequel les tensions internes au sein de l'armée exacerbent les divisions politiques et sociales. Ce scénario est le plus sombre, car il pourrait entraîner une paralysie politique. Les factions militaires rivales pourraient empêcher toute réorganisation significative du pays, et la pression internationale pourrait augmenter, poussant la Guinée-Bissau dans une impasse. Si la situation dégénère, la population pourrait se retrouver déçue par les promesses non tenues, tandis que les forces politiques traditionnelles chercheraient à regagner du pouvoir. Cela pourrait plonger le pays dans une nouvelle période de chaos, avec des conséquences négatives pour l'ensemble de la région. Chaque scénario dépendra largement de la capacité du gouvernement militaire à naviguer entre les réformes internes nécessaires et les pressions extérieures. Le rôle de la communauté internationale, ainsi que la volonté du peuple de participer à la reconstruction du pays, seront également des facteurs déterminants. Dans cette période de transition en Guinée-Bissau, l'un des défis majeurs pour les autorités militaires sera de capter et maintenir l'adhésion du public, en particulier celui des jeunes et des groupes sociaux vulnérables. Ces derniers, longtemps marginalisés dans le processus politique, ont un rôle crucial à jouer dans la reconstruction du pays. Ils sont non seulement les plus touchés par les échecs du système précédent, mais ils représentent aussi l'espoir d'un changement véritable et durable. Les jeunes, en particulier, ont montré une énergie remarquable dans leur désir de participer activement à cette transition. Ils exigent un système plus inclusif, plus transparent et surtout plus juste. Cependant, ils restent méfiants face aux promesses de réforme du gouvernement militaire. Pour maintenir leur soutien, il est crucial que les autorités militaires ne se contentent pas de gestes symboliques, mais qu'elles mettent en œuvre des actions concrètes qui bénéficient directement à la population. La transparence, la lutte contre la corruption et la réactivation des services publics sont des domaines clés où les militaires devront démontrer des résultats tangibles. Les groupes vulnérables, souvent oubliés, devront également voir des améliorations dans leur quotidien. Ces populations qui ont été les premières à souffrir de l'effondrement des institutions doivent être au centre des politiques publiques post-transition. Leurs besoins en matière de santé, d'éducation et de sécurité doivent être pris en compte de manière prioritaire. Enfin, la communication joue un rôle fondamental dans cette période incertaine. Les autorités doivent être en mesure de partager des informations claires et transparentes avec la population afin d'éviter la propagation de rumeurs et de renforcer la confiance du public dans le processus de transition. La participation active de tous les secteurs de la société, y compris des organisations de la société civile, sera essentielle pour construire un avenir plus stable et démocratique pour la Guinée-Bissau.
Pour que la Guinée-Bissau sorte de la crise actuelle et amorce une véritable transition vers la stabilité, il est impératif de mettre en place une feuille de route claire définissant les étapes et les responsabilités de chaque acteur impliqué. Cette feuille de route devrait se concentrer sur la réactivation des institutions, la gestion des ressources et la promotion de la réconciliation nationale, tout en gardant à l'esprit les aspirations du peuple. La première étape cruciale consiste à rétablir la sécurité et la stabilité en réorganisant les forces de sécurité et en veillant à ce qu'elles soient responsables devant la population. Cette stabilisation permettra de créer un environnement propice à l'engagement politique et à la mise en œuvre des réformes nécessaires. Il faudra ensuite procéder à la réorganisation des institutions publiques, en particulier l'administration locale et les services essentiels comme l'éducation, la santé et la justice. Une attention particulière doit être portée à la transparence dans l'allocation des ressources publiques pour éviter les détournements et renforcer la confiance de la population. Ensuite, une révision complète du système électoral devra être entreprise. Le retour à une démocratie véritable ne pourra se faire sans un processus électoral libre et équitable, où chaque voix compte. L'instauration d'un système judiciaire indépendant et transparent est également essentielle pour garantir l'état de droit et prévenir la corruption. Parallèlement, il est nécessaire de favoriser un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, y compris les partis politiques, les organisations de la société civile et les groupes communautaires. La transition doit être conduite de manière participative, où chaque groupe peut exprimer ses besoins et ses attentes. Enfin, la mise en place de programmes sociaux ciblant les populations les plus vulnérables permettra de renforcer le tissu social et d'assurer que les fruits de la transition profitent à tous. La Guinée-Bissau, après avoir traversé une période de turbulence et d'incertitude, se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Le peuple, épuisé par des années d'instabilité, commence à voir une lueur d'espoir dans cette transition, mais les défis sont encore nombreux. Ce moment de changement est perçu par beaucoup comme une chance de redonner dignité et stabilité à une nation trop longtemps marquée par l'inaction. Cependant, cette opportunité pourrait facilement se transformer en une nouvelle déception si les autorités militaires échouent à répondre aux aspirations profondes du peuple. Les voix de ceux qui ont vécu cette transition, qu'il s'agisse des jeunes rêvant d'un avenir meilleur ou des anciens qui n'ont jamais cessé de croire en un changement, résonnent à travers le pays. Les images de la population qui a soutenu cette transformation, mais qui reste vigilante, sont une preuve de la résilience d'une nation prête à se relever, tout en restant consciente des risques à venir. En fin de compte, la réussite de cette transition dépendra de la capacité de chaque citoyen à s'engager activement dans le processus de reconstruction et de la volonté des autorités de ne pas se contenter de simples changements de surface, mais de réellement transformer le pays pour le mieux. Le défi est immense, mais l'espoir demeure. La Guinée-Bissau se trouve à un moment crucial de son histoire et l'avenir du pays dépend de l'engagement de tous les citoyens. L'heure est à l'action collective pour garantir que cette transition ne soit pas qu'un simple changement de dirigeant, mais un véritable processus de transformation pour la nation. Le chemin vers une stabilité durable ne peut se faire sans la participation active de chacun, que ce soit au niveau local, national ou international. À l'échelle locale, il est essentiel que les citoyens continuent de réclamer la transparence et la justice, tout en soutenant les réformes nécessaires pour assurer une gouvernance plus responsable et inclusive. Sur le plan international, la communauté mondiale doit également jouer son rôle en soutenant les initiatives de réconciliation et de reconstruction, tout en veillant à ce que les promesses faites durant cette transition ne restent pas lettre morte. Le peuple de Guinée-Bissau, avec son incroyable résilience et son désir de changement, a l'opportunité de redéfinir son avenir. Mais ce processus n'est possible que si chaque citoyen s'engage dans cette voie. Le temps de l'espoir est venu, mais il faut maintenant transformer cet espoir en action concrète. La transition n'est pas seulement un défi pour les autorités, mais un projet collectif pour tout un peuple.